Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 2 février avec Éric Canso pour son livre Histoire mondiale des impôts de aujourd'hui à nos jours, coécrit avec Jean-Luc Bordron aux éditions Passé Composé. Bonjour Éric Canso. Bonjour, merci pour votre accueil. Éric Canso, on était heureux de vous accueillir pour l'histoire de la laïcité. C'était très passionnant aussi. Et puis là, avec Jean-Luc Bordron, l'histoire mondiale des impôts. Alors franchement, il y a de quoi dire, ça c'est vrai, c'est absolument passionnant, je le dis aux auditeurs et aux histoires de Sud Radio. Et d'ailleurs, vous commencez par cette formule qui frappe peut-être pas par son bon sens, mais par son réalisme. Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, en ce monde, rien n'est certain hormis la mort et l'impôt. Imaginez, je veux dire, on met l'impôt exactement au même niveau que la mort, c'est presque métaphysique. Et puis, vous dites, alors, Éric, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est passionnant, on aura le temps d'en parler, mais vous dites que ça fait 5000 ans qu'on parle d'impôts, 5000 ans. Oui, depuis que des États existent sur Terre. Alors on pense aux cités de la Mésopotamie, on pense à la cité d'Our, on va penser également au Péloponnèse, la civilisation mycénienne, on pense à l'Égypte pharaonique. À partir du moment où vous avez un État, il faut payer des employés de l'État, on dirait aujourd'hui des fonctionnaires, on sait ce que c'est dans notre pays. Il faut bien évidemment se protéger des voisins qui pourraient vous agresser, donc on érige des murailles, ça coûte cher, et puis il faut une armée. Donc c'est les premières dépenses qui ont suscité les impôts en fait. C'est-à-dire le peuple est là et il faut effectivement les infrastructures, les armées. Mais alors, en fait, les impôts sont indissociables de l'État. C'est ça. Exactement, exactement. Il n'y a pas d'État sans impôts. Ou quasiment pas. Alors il y a quelques exceptions, on les donne dans le livre, mais elles sont rarissimes. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Monaco. Monaco a été un État souverain, indépendant, mais qui regardait un petit peu ce qui se passait en France. Au moment de la Révolution, on a mis en place 4 contributions, qu'on a appelées plus tard les 4 vieilles. Oui. Et Monaco, s'est calé sur nos 4 contributions. Et puis à un moment donné, ça a été dramatique pour eux. Ils ont vendu, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes à la France, 2 communes qu'ils possédaient. La France les a un peu incités à les vendre, Menton et Roquebrune. Ah ouais. Et du coup, il a fallu trouver de nouvelles ressources. Et c'est là où le souverain Charles III, on était au début des années 1860, a eu l'idée de créer ce casino qui a dépassé toutes ses espérances parce que c'est là le fameux casino. Il date de là. Ouais. Il date de là. Et toute l'aristocratie européenne s'y est précipitée. Ça a été une manne financière énorme. Et là, il a eu le nez fin. Il s'est dit, je vais exempter ceux qui s'installent à Monaco et comme ça, ils pourront jouer tranquillement d'impôts. Et depuis les années 1860, les citoyens monégasques ne paient pas d'impôts. Et tous les étrangers, sauf les Français. Exactement. C'est un cas particulier, c'est une convention particulière. Absolument. Oui. Mais alors justement, parlons de ça, parce qu'aujourd'hui, on ne parle... la France, taxe, TVA, impôts, rappelez-vous ce que disait même Pompidou ou Giscard, au-delà de 40% de prélèvements obligatoires, on est en Union soviétique à l'époque. Et on y est là. Et on y est, on est à 50% aujourd'hui. 46, quasiment. Ouais. Voilà, donc... et alors, on parle les taxes, les TVA, les impôts directs, etc., etc. On croule effectivement là-dessus, mais alors, justement, c'est ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous montrez les évolutions, et en fonction alors de quoi, Éric Canso, j'aimerais que vous le disiez, les évolutions se font en fait. Est-ce qu'il s'agit de dire pour l'État, allez toujours plus, allez, encaissons, mais on vous donne des tas de services, chers citoyens, donc vous payez pour ça, mais regardez comme vous êtes comblés. Est-ce que c'est entre l'avidité ou pas? Qu'est-ce qui joue dans la motivation? Alors il y a de plus en plus de demandes. En fait, le citoyen français, mais c'est pas spécifique aux Français, quoique, est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il veut qu'il n'y ait pas beaucoup d'imposition et en même temps, il veut bénéficier de services de l'État, la santé, l'école, de bonnes infrastructures. Moi qui suis un grand banlieusard, quand je vois les problèmes qu'on a avec les trains, j'aimerais mieux qu'ils fonctionnent bien et qu'on investisse davantage. Mais bien évidemment, tout ça coûte extrêmement cher. Et les impôts ont augmenté par paliers. On peut rappeler très rapidement
simplement 3 chiffres à vos auditeurs. Au 19e siècle, c'est 5% de part du PIB dans un pays comme la France. 5%. Oui, autant que les historiens de l'économie et des finances puissent le chiffrer. Produit intérieur brut, je rappelle. Exactement. À la veille de la guerre de 14, on est déjà à 10%. Et aujourd'hui, on l'a dit, on est de l'ordre de 45%. Donc vous voyez un peu l'inflation. Et dans l'OCDE... De 5% au 19e à 45% aujourd'hui. Exactement. Et dans l'OCDE, la France est deuxième, derrière le Danemark. Il y a que le Danemark qui fait pire ou mieux que nous. Je laisse les auditeurs apprécier. Très intéressant, on en reparle, c'est passionnant. Avec Éric Anseau, Histoire mondiale des impôts, tout de suite après ceci. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Éric Anseau pour son livre Histoire mondiale des impôts de aujourd'hui à nos jours. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il faut toujours écouter la marquise du Défend. La marquise du Défend disait déjà, on taxe de tout, hormis l'air que nous respirons. Attention, ça risque de changer, Éric Anseau. Éric Anseau, qui enseigne l'histoire contemporaine à Sorbonne Université, il a publié 28 ouvrages, on l'avait reçu justement sur les élites et sur la laïcité. Alors, les impôts. C'est quand même, on n'a jamais vécu sans impôts. On commence presque au berceau, et puis je ne dirais pas qu'après la mort ça continue, mais enfin pour nos héritiers, oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, depuis la taxe, la gabelle et la dîme qui ont été parmi les origines de la Révolution française, mais vous parlez justement, c'est l'histoire mondiale, je le rappelle, vous parlez des 4 grandes révolutions fiscale. Enfin, c'est quoi cette grande révolution ? Alors ça, c'est récent. C'est véritablement depuis le 20e et le 21e siècle qu'on peut parler de ces révolutions. La première révolution, c'est l'explosion, on l'évoquait tout à l'heure, des taxations et des impôts. La deuxième révolution, c'est le fait que depuis, on va dire 45, avec l'État-providence, le welfare state des anglo-saxons... Les 30 glorieuses pour nous, etc. Exactement. Oui. Donc on a créé la sécurité sociale. Je pense que nos auditeurs et moi-même, je m'en réjouis, mais tout ça a fait augmenter les impôts. L'État est beaucoup plus intrusif dans la vie des gens et c'est un peu la contrepartie. La troisième chose, c'est que l'impôt devient moral. Et là, quand on est attaché à la liberté, c'est un peu plus gênant. Alors, on va essayer de moraliser pour la santé, le bien-être des gens. C'est la taxation du tabac, de la tabagie. Ah oui, il devient moral et c'est pour votre bien, c'est pour votre santé. Voilà, mais c'est un peu ambigu parce que bien évidemment, ça crée aussi des rentrées fiscales. Bien sûr. Mais bon, voilà. Et ou l'environnement. C'est tout ce qui a trait à l'environnement. On évoquera peut-être plus en détail ça. Donc ça, c'est le troisième point. Et puis il y a un quatrième point, et ça on s'en est rendu compte à la faveur de la crise de 29, et c'est des économistes américains et suédois, aussi Gunnar Myrdal, il a eu le prix Nobel d'économie en 74 pour ses réflexions, qui se sont dit qu'en fait, en utilisant le levier de l'impôt, on allait pouvoir lutter contre les cycles économiques, on allait pouvoir renverser la tendance, faire adopter une tendance anticyclique à l'économie. Donc ouais, l'impôt sert aussi à ça. Alors dites-moi, Éric Anseau, vraiment, ça se lit comme un thriller quelque part. Au fond, tous les pouvoirs dans tous les pays, je reviens à ma première question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, comment ils faisaient, parce qu'au départ, j'imagine que les populations étaient encore plus rétives qu'aujourd'hui, parce qu'on disait, vous nous prenez de l'argent, mais pourquoi vous prenez de l'argent, etc. Comment ils faisaient, quelles sont les méthodes employées, et puis comment vous faisaient pour les exemptions, parce qu'il y a toujours eu, vous savez, il y a la règle, et Dieu sait s'il y a des exceptions, on le voit avec les régimes spéciaux des retraites, mais c'est valable pour l'impôt aussi. Exactement. Alors on agit principalement par la force et par la contrainte. Et on ne lésine pas. Alors là aussi, ça va faire bondir vos contribuables. Mais dans l'Égypte pharaonique, celui qui ne payait pas l'impôt, il était supplicié. Donc oui. Donc, il fallait vraiment le payer. Alors bien évidemment, quand le sujet estimait que la pression fiscale était trop forte, il estimait que le jeu valait la chandelle de se révolter. Et vous avez toujours eu depuis la nuit des temps des révoltes également contre l'impôt. Donc depuis
depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis la plus haute antiquité, vous en avez. Hein. Mais alors, bien évidemment, il y a des souverains, on va dire peut-être un peu plus intelligents que les autres, qui ont recherché des formes de consentement. Et l'exemple que je donne toujours, c'est le petit-fils de Charlemagne, qui s'appelle Charles le Chauve. Donc c'est le royaume de Francie occidentale, qui va prendre un édit, imaginé en 864, ça ne nous rajeunit pas, et il dit textuellement dans cet édit, il s'adresse en fait à ses collecteurs d'impôts, vous devez quand même arriver à une forme de consentement de mes sujets pour éviter les révoltes. Vous voulez dire, on va les dépouiller, mais attention, il faut que ça soit volontaire. Ah, exactement, c'est la formule de Colbert, hein. On va tondre le mouton, mais sans le saigner. Donc c'est tout un art, en fait, hein, le percepteur. Hein. Et puis alors, vous évoquiez les exemptions, alors vous en avez certaines, là encore qui remontent très loin, les prêtres, parce que le prêtre, il prie pour le salut de l'âme, c'est une forme d'impôt, il y consacre son temps. Et les souverains, c'est une forme de service public, et les souverains avaient tout intérêt à avoir les prêtres de leur côté, donc ils ont eu tendance à les exempter. Quoique parfois on a besoin d'argent, et même les prêtres, on va les taxer. Et puis les nobles, les aristocrates, parce que traditionnellement ce sont ceux qui portent les armes, qui défendent la cité ou qui défendent le royaume, et eux on disait qu'ils payaient l'impôt du sang. Donc ils ont été, le mot est là, hein, privilégiés par rapport au commun des mortels. Très intéressant, mais vous donnez aussi quelques exemples, c'est tout à fait formidable. Par exemple, vous dites que sait-on que pour occidentaliser la Russie, Pierre le Grand voulait contraindre ses sujets à ne plus porter de barbe en créant un impôt sur la pilosité. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Écoutez, la Russie fait l'actualité. Et là on a un rapport particulier de la Russie à l'Occident. Je mets Occident avec des guillemets, bien évidemment. On sait ce qui est connoté derrière. Alors, il se trouve que le tsar Pierre le Grand, en montant sur le trône, a été très intéressé par l'Europe occidentale. Il a fait un grand tour en Europe occidentale. Et il a vu que les prêtres et les aristocrates en Europe occidentale étaient imberbes, étaient rasés de près. Et dans son pays, les popes, le patriarche de Moscou aussi. Regardez Kirill aujourd'hui, il y a le patriarche qu'on voit à côté il a une belle barbe. Hein. Eh bien, il trouvait que ça faisait désordre. Il fallait occidentaliser le pays. Donc il a pris un oukase, un décret, on est en 1699, qui interdit le port de la barbe. Et là, il y a tout le monde devait être rasé. Voilà. Et alors là, il y a une levée de bouclier des nobles et des prêtres. Et les prêtres sont très puissants en Russie. Et il a dû un petit peu reculer. En 1706, il a pris un autre oukase qui a transformé l'interdiction en impôt. Un impôt très lourd, ceux qui voulaient continuer à porter la barbe, allait devoir payer l'impôt. Et il faut attendre la grande Catherine de Russie, imaginée à la fin du XVIIIe siècle, pour que cet impôt soit aboli. Il a duré un siècle en Russie. Oui, c'est quand même formidable. Impôt sur la pilosité. Mais ça va donner des idées à Bruno Le Maire. Il en a besoin. Non, taisez-vous, ne lui donnez pas de mauvaises idées. Et alors, l'autre chose quand même, vous en avez mais dans le livre, vous en avez vraiment énormément, et des foultitudes d'exemples. Mais alors, là, ABBA, vous connaissez tous le groupe ABBA, hein, bien sûr. Hein. Eh bien, vous dites qu'il portait des tenues excentriques parce qu'une loi suédoise permettait une réduction d'impôt sur les vêtements à condition de ne pas pouvoir les porter dans la vie de tous les jours. C'est énorme. Exactement. ABBA s'est fait connaître en gagnant le concours Eurovision de la chanson. Leur chanson Waterloo était très bonne. Ça nous fait un peu mal, ce titre de chanson, bien évidemment, des fêtes de Napoléon en 1815. Mais en fait, ils ont peut-être gagné aussi par leur tenue excentrique. Et alors, l'un des deux chanteurs du groupe a lâché le morceau il y a une dizaine d'années dans une interview à la presse britannique. Il a expliqué la raison de ces pas de dev, de ces tenues scintillantes, etc. C'est parce qu'il y avait effectivement une loi suédoise qui, à l'époque, faisait que quand on ne portait une tenue qu'une fois, on ne payait pas d'impôt. Donc vous pouviez vous faire confectionner des tenues qui valaient très cher et vous aviez une remise d'impôt là-dessus. Et c'est fini, ça ? Je ne sais pas. Vous savez, les Suédois nous taxent aussi beaucoup. Hein. Les pays nordiques sont avec les Français les recordmen de la planète. On va continuer à parler des impôts dans le monde, de l'histoire des impôts avec Éric Anseau. À tout de suite après. Et vous avez la parole sur Sud Radio. On vous attend au 0826 300 300 pour interpeller Éric Anseau sur son livre L'histoire mondiale des impôts de aujourd'hui à nos jours. Un sujet actuel. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français
fait par le pont français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on continue d'inventorier cette passionnante histoire mondiale des impôts avec Éric Anseau, livre paru à passé composé. Et je vais vous dire, comme les impôts, ce ne sera jamais le passé et qu'il faut composer avec les impôts. Alors, vraiment, penchez-vous là-dessus. Alors, Éric Anseau va parler de 1789, de la Révolution. Souvent, on dit, ah oui, la Révolution arrive, est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une nouvelle Révolution? Et il faut rappeler quand même que la Révolution, ça ne serait jamais peut-être passé comme ça sans les impôts qui étaient la taille, la dîme et la gabelle. Ah, exactement. Alors, le peuple est littéralement pressuré sous l'Ancien Régime. Vous évoquiez la gabelle, mais l'impôt sur le sel, hein, c'est l'impôt honni par excellence. Ah alors, oui, c'était oui, ah oui, le plus détesté de tous. Et alors, il se trouve que le roi, Louis XVI, a besoin d'argent. Il sort de la campagne d'indépendance des États-Unis. On a envoyé des soldats là-bas. On pensera à Lafayette. Hein. Et donc, pour pouvoir lever de nouvelles taxes, il doit réunir les États généraux. Et c'est de ces États généraux que va sortir l'Assemblée nationale. Oui, la réunion des États généraux, c'était pour les nouvelles taxes. Ah, c'était pour les nouvelles taxes et éviter la banqueroute. Hein. Donc, tout naît véritablement de là. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 que prennent les députés. Vous avez 2 articles qui concernent l'impôt. On n'appelle plus d'ailleurs ça l'impôt, on appelle ça la contribution. L'idée que désormais, non plus le sujet mais le citoyen va contribuer volontairement, on avouera qu'on en est loin quand même, à l'impôt. Hein, donc ça, il y a un peu de démagogie aussi chez les révolutionnaires. C'est intéressant. Et alors justement, ça a provoqué ça. Et par rapport à, dites-moi alors juste par rapport à aujourd'hui, les taxes gabelle et dîme et autres, est-ce que on était loin du compte par rapport au pourcentage que ça occupe aujourd'hui? Ben oui, alors c'est ça qui est absolument faramineux, c'est que ces taxes que je vous évoque là ne représentent que moins de 10% du travail des gens. Oui. Mais alors par contre, si vous voulez, c'est très inégalitaire. Et là, la révolution est intervenue, pas seulement d'ailleurs en France, mais vous avez ce qu'on appelle les révolutions atlantiques. Les Anglais avaient fait la même chose au XVIIe siècle. Et les Américains sont devenus indépendants. Ils sont devenus les États-Unis d'Amérique en s'émancipant de l'Angleterre pour s'affranchir des taxes comme celle sur le thé, la fameuse Boston Tea Party. Alors, ils racontaient ce que c'était ça. Et, Alors, les Anglais obligeaient leurs colons américains, en fait, à payer une taxe sur le thé. Dans les mœurs britanniques, c'était rentré dans les mœurs, justement, de boire le thé. Étaient obligés d'acquitter cette taxe. Alors, ils étaient très peu contents. La taxe était très lourde. Ils se sont déguisés à Boston en Indiens pour faire porter le chapeau aux Indiens. Ils ont jeté les caisses de thé à la mer. Bien évidemment, les Anglais n'ont pas été dupes et ça a provoqué la guerre d'indépendance à laquelle les Français ont participé. Et au bout du compte, les États-Unis sont devenus indépendants. Donc là aussi, vous voyez, tout est parti en fait de l'impôt. En fait, l'impôt joue un levier majeur dans la politique. Dans la politique, dans la politique. Au XVIIe siècle, le Portugal est devenu indépendant parce que les Espagnols qui les dominaient les taxaient trop. Dans l'Antiquité, Athènes, qui domine le 5e siècle, on a tous en tête la démocratie athénienne, va chuter parce qu'elle prélève trop d'impôts pour défendre les autres cités contre la menace des Perses. Donc c'est aussi très fascinant. C'est ça. En fait, oui. C'est-à-dire que vous, quand on dit, il faut les frapper au portefeuille, c'est ça. On les frappe au portefeuille et ils réagissent, en fait. Exactement, exactement. Alors, je reviens à ce que vous disiez. En fait, qu'est-ce qui est choquant dans l'Ancien Régime, pourtant, le taux de prélèvement est bien inférieur à aujourd'hui, c'est que la fiscalité pèse surtout sur la masse des pauvres. C'est la masse des pauvres qui vont constituer les gros bataillons dont vont se servir les bourgeois pour faire la révolution en 1789. Oui. En fait, c'est une révolution bourgeoise, mais les armées, la masse elle a été utilisée et on comprend. Et d'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce que vous voyez par rapport, je dis pas il y a 5000 ans, mais par rapport à l'histoire, est-ce que les impôts jouent toujours parce que on a cette impression, mais dites-moi si je me trompe, Éric Anseau joue toujours un rôle majeur dans les soulèvements ou dans les protestations ou dans les choix politiques des Français comme des autres peuples? Alors il y a deux choses, si vous voulez. D'une part,
ailleurs, il y a l'idée de consentement. Et on va même plus loin parce que aujourd'hui, même, je dirais, le citoyen est devenu un client. Donc, on va avoir un médiateur au ministère des Finances pour les impôts. On va prendre le citoyen par la main également quand il va remplir sa déclaration d'impôt. Tout ça, c'était très neuf. Ça date du début du 21e siècle. Il n'en demeure pas moins que l'État va parfois un petit peu loin. Et là, le citoyen se révolte. On a en tête, vous vous souvenez, contre l'écotaxe, on était au début des années 2010, les bonnets rouges. Et alors, c'est intéressant parce que ça parle à l'historien. Les bonnets rouges bretons s'inspiraient de la révolte contre le papier timbré sous le roi Louis XIV, également en Bretagne. Ils ont réussi à faire reculer le président Hollande qui a abandonné l'écotaxe. Et encore plus près de nous, rappelons quand même que nos gilets jaunes, eh bien, naissent d'une taxation sur l'essence. Exact. Vous trouvez que c'était trop, oui, c'est vrai. Ça revient et c'est là. Et comme le Tea Party américain, pour parler du parti du thé, le Tea Party américain qui est encore très fort, et ça a été l'un des partis qui a assuré l'élection de Trump en 2016. Ah bah c'est très clair. Alors d'autant plus qu'aux États-Unis, ils ont une autre tradition. Ils ont bien évidemment des taxes et des impôts. Ils sont même d'ailleurs assez innovants en la matière. Mais le taux de prélèvement est bien inférieur. Avec des conséquences, d'ailleurs, il faut dire les deux choses, que ça, par exemple, sur la santé, vous le savez sans doute, quand vous tombez dans la rue, une ambulance arrive et si vous n'avez pas votre carte de crédit dans la poche, on vous laisse quasiment crever sur le bord de la route. Oui, mais la première question, c'est, il est encore agonisant, mais c'est Visa ou American Express, quoi. Exactement. Mais alors, il y a ce courant libertarien dont le Tea Party Movement est l'héritier. Et alors, c'est intéressant parce que Tea, ils ont repris le terme de ce que j'évoquais tout à l'heure, la Boston Tea Party du XVIIIe siècle, mais ça veut dire, c'est un acronyme, Tax Enough Already. Désormais, désormais, on a bien assez de taxes, on s'arrête là. Ça suffit, oui, c'est vrai. TEA, quoi, c'est ça, absolument. Et Éric Anseau, au fond, par rapport à tout ce que vous racontez, les inspecteurs. Alors, parlons des inspecteurs des impôts là rapidement, parce que c'est. Donc, il y avait un corps un peu partout dans tous les États, un corps chargé de ramasser la dîme, la gabelle, ou enfin tous les impôts. Oui, les choses se sont perfectionnées au fil du temps. Alors, l'Égypte pharaonique qui prend le meilleur en matière d'impôts, si j'ose dire, de la Grèce, parce que Cléopâtre, eh bien, est une Grecque, il faut le savoir, mais prend aussi le meilleur de l'Égypte pharaonique, ont un système de scribes et de percepteurs d'impôts extrêmement perfectionné pour l'Antiquité. Les Romains vont en avoir un également, avec parfois des gouverneurs et des taxateurs qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. On a l'exemple de Vérès, le gouverneur de Sicile, qui sera dénoncé par Cicéron. C'est comme ça que Cicéron devient célèbre. Mais ce système, je dirais, des taxateurs va aller en se perfectionnant au fil du temps. Ah oui, ça c'est absolument passionnant. Et alors l'autre chose qui est important, dites-moi de quand date la lutte qui m'a l'air séculaire et éternelle entre ceux qui veulent échapper au fisc. Aujourd'hui, il y a les paradis fiscaux, pas seulement aujourd'hui, mais déjà hier, et Dieu sait si on en parle à coup de Panama Papers, de Pandora Papers. Mais vous en parlez aussi, mais est-ce que c'est une lutte séculaire, voire millénaire, entre ceux qui disent, voilà, l'impôt est obligatoire, sauf qu'on va essayer de contourner? Ah oui, alors je dirais, ceux qui contournent l'impôt, ils sont aussi anciens que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les impôts. À l'époque française moderne, pour venir à quelque chose qui parlera à vos auditeurs, on a les fameux fauçonniers, ceux qui vont profiter du fait que le taux de gabelle n'est pas le même sur tout le territoire. Quand vous êtes dans une région qui produit le sel, on pense à la Bretagne, eh bien il n'y a pas d'impôt du sel. Et par contre, quand la région n'en produit pas, il est très élevé. Donc ils vont jouer sur ces frontières intérieures du royaume. On peut citer le cas de Mandrin ou encore de Jean Chouan. La chouannerie, la fameuse chouannerie. On parle beaucoup de la Vendée avec un fameux film là récemment, mais le soulèvement de la Vendée a aussi d'une certaine façon ici des causes fiscales. C'est vrai, c'est qu'on a l'impression vraiment que il n'y a pas une histoire sans. Alors les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux. Parlons-en. Alors les paradis fiscaux naissent d'une certaine façon de la mondialisation. Vous avez 3 mondialisations dans l'histoire. Vous en avez une au Moyen Âge, mais vous en avez surtout une à partir du 19e siècle, quand les frontières économiques entre les États commencent à s'abaisser. Mon cher Napoléon III, cette année, on commémore le 150e anniversaire de sa mort, a passé un traité libéralisant les échanges en 1860 avec les Anglais, qui a fait des petits. Donc c'est toujours de là qu'on date cette deuxième mondialisation.
Et ben là, ça va donner, je dirais, des idées aux gens qui ont de l'argent pour s'évader fiscalement. Les premiers paradis fiscaux, ce sont certains États américains, le Delaware et le New Jersey, à la fin du 19e siècle. Imaginez. Le Delaware. Et qui continue. Le Delaware est réputé. Et les Suisses. Alors les Suisses s'y sont mis avec le secret bancaire à partir de l'entre-deux-guerres. Alors là, c'était un débat international. Imaginez l'ancêtre de l'ONU, la SDN. Il y a eu un débat à la Société des Nations pour savoir si ce que faisaient les Suisses était dans les clous. Et finalement, on les a autorisés à être un paradis fiscal. Et c'est très intéressant et ils ont essaimé les paradis fiscaux. Oh là là, les îles, tout à fait. les îles tropicales, les îles hawaïennes. Et on a nos paradis fiscaux dans l'Union européenne. Rappelons quand même le Luxembourg, d'une certaine façon l'Irlande. La Belgique. La Belgique, quelque part, exactement, ouais. C'est absolument passionnant, on va en parler avec nos auditeurs. Oui, on a le plaisir de faire intervenir nos auditeurs au 0826 300 300 et on accueille Serge de Cannes. Bonjour Serge. Oui, bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour André, bonjour Monsieur Anceau. Merci pour votre émission fort intéressante. Juste d'abord une petite remarque, si on parle de paradis fiscaux, c'est qu'il y aurait peut-être des enchères fiscaux. Ça, c'était une première réflexion, mais ceci étant, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Il est arrivé quand j'étais étudiant au Liban. Enfin, j'étais pas étudiant au Liban, mais j'étais en voyage au Liban. Et donc, j'étais avec des amis. On s'étonnait auprès d'une personne qu'on avait rencontrée au bord de la route sur la plaine de la Béka, de la générosité naturelle des gens qui nous recevaient sans nous demander nos papiers ni quoi que ce soit pour déjeuner, pour dîner, même pour dormir, avec un élan vraiment qui était vraiment très, très agréable. Et donc, une personne en particulier nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, quand vous reviendrez dans 5, 6, 10 ans, nous avons nos politiques qui sont en train de réfléchir à des systèmes de prélèvements sociaux et fiscaux et peut-être qu'à ce moment-là, nous serons moins généreux pour vous accueillir. On dira après tout, si vous cotisiez, vous y auriez droit. Si vous ne cotisez pas, vous n'y avez pas droit. Passez votre chemin, brave monsieur. » Donc, en fait, c'est un peu le sujet de ma réflexion, c'est à quoi sert l'impôt ? Et d'une manière générale également, j'ai fait des études de fiscalité immobilière au CNAM à Paris. Et notre professeur, je ne vais pas le citer, mais c'est un homme très, très, très pointu, nous disait en rentrant dans l'amphithéâtre, écoutez mes braves étudiants, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire au sujet de la fiscalité immobilière, car à l'instant où je vous parle, une circulaire va détruire le décret de l'avant-veille qui lui-même va être en contradiction avec une énième circulaire d'administration. Oui, ça c'est tout le dédale de la bureaucratie administrative. Et le code des impôts est parmi tous nos codes le plus compliqué à décrypter. Et il est le plus épais. Et le plus épais, quasiment. Voilà. Et quand on parle d'état de droit, je dirais plutôt qu'il y a un tas d'endroits. Mais ceci étant, c'est une réflexion plus large là aussi. D'accord. Merci. L'impôt, à quoi ça sert et comment le rendre lisible? Alors, à quoi ça sert? Il faut quand même dire que ça sert à certaines choses. Il ne faut pas non plus jeter le bébé impôt avec l'eau du bain de la technocratie. Éric Anceau. Oui, tout l'art du bon gouvernant, c'est de savoir où placer le curseur. Effectivement, on peut guère se passer d'impôts dans nos sociétés, mais voilà, il ne faut pas que ces impôts soient trop élevés. Alors, certains dirigeants ont été plus habiles que d'autres dans notre histoire. Et puis, il y a toujours cette question qu'on se pose, où va l'argent? Exactement. C'est-à-dire qu'on donne effectivement à l'État qui tue, c'est le droit de prélever, comme on dit, sauf que ça va où? Et ça, il y a plus... Là, les réponses sont beaucoup plus évasives. Lucien. On va tourner une rapide page de pub et on va continuer à recevoir nos auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, vous êtes bien dans le face-à-face avec Éric Anceau, auteur de Histoire mondiale des impôts de aujourd'hui à nos jours. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, monsieur Berkov, bonjour. Bonjour à votre invité. Ah super, super. L'historique des impôts, c'est quelque chose qu'il faut quand même connaître. Et si j'ai bien compris, vous nous dites qu'effectivement, à une certaine époque, il y a certaines centaines de milliers d'années, tout le monde était assujetti à l'impôt d'une façon ou d'une autre, de force ou de gré. Aujourd'hui, je voulais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas, parce que
un des faits de l'État, État régalien, c'est effectivement de percevoir l'impôt. Et on nous dit, percevoir l'impôt, payer son impôt, c'est contribuer effectivement à la redistribution nationale sur différents services. Or, il s'avérerait, je n'ai peu les chiffres en tête, plus on avance, moins il y a de, comment dirais-je, moins il y a de foyers fiscaux qui sont imposés. Alors, est-ce que vous ne croyez pas? La TVA, on va la mettre de côté, c'est l'impôt le plus injuste, puisque quels que soient les montants de vos revenus, vous êtes taxés au même façon, taux. Exact. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait revoir un jour l'imposition? Et moi, je suis clair, je suis très clair. 1 euro gagné, vous avez une imposition. En fonction, effectivement, bien sûr, il ne s'agit pas d'imposer, de matraquer les gens qui... Mais même les petits revenus, les petits salaires devraient, voilà. Écoutez, oui, parce qu'on bénéficie tous, excusez-moi, de cette on ne sait pas où ça passe. Mais notre impôt, quand même, quelque part, j'ose le croire, il passe quand même dans une redistribution de services. Bon, donc il me semblerait quand même correct que tout à chacun mette son écho pour bénéficier dans notre société. En proportion de ce qu'il gagne, etc. Éric Anceau. Alors ça c'est très très intéressant ce que dit votre auditeur, parce que c'est toute la problématique de l'impôt sur le revenu que nous avons eu en France au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. On peut rappeler que notre impôt sur le revenu est assez récent. Il date de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18. C'est Joseph Caillaux qui l'a mis en place à la veille de la guerre, et il est passé dans les actes au lendemain. Alors un impôt proportionnel ou un impôt progressif? Il y a certains pays qui l'appliquent en progressivité, de manière à, je dirais, alléger le poids de l'impôt sur les couches les plus défavorisées de la population, et même pour les couches qui n'ont quasiment rien, eh bien, on les exempte d'impôts. Votre auditeur se posait la question du pourcentage, je l'ai. Et c'est vrai que ce pourcentage peut choquer vos auditeurs. À savoir qu'il n'y a que 44% des foyers qui sont des foyers fiscaux qui paient l'impôt. Imaginez que 56% des foyers ne payent rien du tout. Alors bien évidemment, sur le revenu, sur le revenu, parce qu'il y a les taxes indirectes, il y a la TVA. TVA qui est une taxe très habile d'ailleurs, parce $1, il n'y a jamais eu. C'est un Français, Cocorico, c'est un Français qui a inventé la TVA. Mais ça ne m'étonne pas. Mais Éric Anceau, il y a quand même 56% des foyers français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Voilà, alors on peut trouver cette proportion choquante. Là, je laisse vos auditeurs réfléchir à ça. Mais en revanche, il y a un point qu'a soulevé votre auditeur, et je suis assez d'accord avec lui. Pour motiver des gens qui bénéficient quand même des redistributions sociales. On évoquait la sécurité sociale. On est quand même bien épaulé en France comparativement à d'autres pays. Peut-être faudrait-il un impôt ou 5 euros, un euro, pardon, ou 5 euros que paierait chaque citoyen, y compris les plus pauvres, pour créer une forme de motivation et un élan, je dirais, de toute la société. Oui, ça, c'est une idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et on va à Perpignan, on reçoit Simon. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Anceau. Voilà, d'abord Monsieur Berkoff, premièrement, j'avais un petit mot pour vous féliciter du courage que vous avez eu lors d'une émission de télévision en vous adressant à un ministre. Vous avez fait preuve de courage, ce que ne font pas beaucoup de 99% des journalistes. Face à une personnalité, ils ont tendance quand même à être beaucoup sur la retenue. Voilà, premièrement. Et puis pour Monsieur Anceau, mais j'ai écouté presque religieusement tout ce qui a été donné, même si c'est de manière très brève, pour la création des impôts et son évolution. Moi, je rebondirai là-dessus en disant que de toute façon, pour que les gens puissent continuer à avoir ce consentement à l'impôt, il faudrait que les gens soient informés de l'usage de cet argent public. Parce qu'on voit bien qu'il y a des dépenses qui sont complètement occultes, qui vont à des choses qui ne vont pas. Et pour la TVA, pareil. Comment se fait-il que sur l'essence, on a encore un double impôt, de l'impôt sur la TVA, ce qui était absolument inadmissible. On est le seul pays à appliquer ce genre de choses. Voilà, je voulais sur ces deux choses-là. Intéressant. Éric Anceau, par rapport à justement l'historien que vous êtes, et c'est intéressant parce que il faut toujours voir, je dis toujours à mes auditeurs, le long terme. Vous savez, avoir l'œil sur le guidon, c'est bien, mais le long terme, c'est beaucoup mieux si on veut réfléchir. Et c'est en ça que ce livre est intéressant et que tous ces livres-là, c'est intéressant quand on remet effectivement la perspective. Alors, cette espèce de
Simon parlait très très bien de cette taxe plus TVA, plus impôt, plus. Est-ce que c'est une tendance, ça, ou bien je veux dire, cet excès de zèle, je dirais. Ah, indéniablement. Ouais. D'année en année, on augmente le nombre de taxes et d'impôts. Imaginez qu'on en a 460 actuellement en France. Et ça 460 taxes et impôts. Et taxes et impôts. Vous parlez pas de TVA, là. Ah non. Si, j'inclus la TVA là-dedans, bien sûr. Et c'est le record absolu, là. Hein. On évoquait tout à l'heure, on est derrière le Danemark en taux de prélèvement, mais alors en nombre de taxes, on est les recordmen. Et c'est jamais régressif, c'est-à-dire ou quasiment jamais. Il y a la vignette. Si, alors j'ai cet exemple en tête de la vignette. Oui. On l'avait créée pour les petites retraites dans les années 50. Elle a été supprimée au tournant des années 90 et 2000. Mais c'est bien le seul exemple qui me vient à l'esprit. On empile les taxes et parfois on crée des taxes sur les taxes. Votre auditeur a raison. L'un des scandales les plus absolus, et ça a parlé à nos auditeurs, c'est les taxes quand même sur les carburants. Là, on est vraiment dans... C'est incroyable, c'est ubu, là. Ouais, déjà on paye la taxe et puis on paye. Et en fait, Éric Anceau, si on regarde au bout de votre enquête et au bout avec Jean-Luc Bordron sur cette histoire mondiale des impôts, est-ce que, alors, en fonction des régimes dits de gauche ou dits de droite, mais allons plus loin, est-ce que les régimes totalitaires, quels qu'ils soient, marxistes-léninistes ou fascistes ou autres, ont un peu, en fait, au fond, la même démarche, même si c'est avec des mots différents, que les régimes démocratiques, libéraux ou pas tellement? Alors la démarche, non. En revanche, ils taxent aussi. Alors le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est les régimes communistes, puisqu'à la fin du fin, dans une société idyllique, la société du bien commun, la société communiste, Karl Marx nous disait il n'y aura pas d'impôt. Absolument. Or, quand on regarde, de l'impôt. Voilà, avec le recul, les pays communistes aussi taxent beaucoup les sociétés. Donc vous voyez, même dans cet exemple. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les régimes dictatoriaux, impérialistes, on va avoir tendance à pratiquer plus encore que dans nos pays la politique du bouc émissaire, ou taxer les peuples qu'on a sous domination. C'est ce que faisait l'Allemagne nazie, le Troisième Reich, dans les pays qu'elle occupait. Elle avait rétabli le système du tribut. Imaginez, tribut avec un trait au bout, qu'on prélevait sur les peuples dominés. On en sait quelque chose en France. Dans certains pays du Moyen-Orient, certaines minorités religieuses ou ethniques sont plus taxées que d'autres, etc. Exactement. Et justement, de ce point de vue-là, au fond, que dire? Alors, est-ce que ça aussi, c'est une règle un peu partout qui transcende les latitudes ou les longitudes, la tendance de certains dirigeants à confondre les poches de l'État avec leurs poches à eux? Ah oui, alors ça c'est une tendance fréquente, alors qu'il l'est moins parce qu'on est très très contrôlé dans nos démocraties libérales, mais nous on a un autre problème qui est celui de l'évasion fiscale. On rappellera... J'allais vous en parler. On rappellera quelques précédents ici de nos ministres qui ont défrayé la chronique. Par contre, dans les pays dictatoriaux, c'est très fréquent. Tous les dictateurs ou quasiment pratiquent un enrichissement personnel sur le dos de leurs sujets, de leurs citoyens. Mais alors justement, vous savez, vous vous rappelez évidemment beaucoup mieux que moi, et tous, vous vous rappelez, l'État c'est moi. Donc c'était vraiment ma poche et celle de l'État. Et on voit que beaucoup de gens, de dictateurs et d'hommes et femmes de pouvoir, ont continué à pratiquer cette pieuse... Vous dites qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais quand même... Tous les jours, ou presque, on a des affaires, soit d'évasion fiscale, soit de gens, on constate, vous avez vu par exemple cette chose magnifique, enfin prenons un exemple récent, au Parlement européen, 2 ou 3 parlementaires, on a appelé ça le Qatargate, on ne sait pas si c'est le Qatar ou autre émirat, qui se sont trouvés avec des valises de 600 000 euros en billets dans leur appartement, faisant preuve d'ailleurs d'une naïveté un peu, remarquable. Est-ce que ça, c'est une pratique? C'est aussi une pratique pour dire, parce que vous savez, beaucoup de gens vous disent vive le cash, parce qu'au moins ça permet peut-être de contourner un peu l'impôt par rapport aux cartes vitales. Est-ce que ça va jouer ça, la numérisation, etc., à votre avis? Alors je pense qu'effectivement ça peut avoir une incidence, mais là l'historien est très prudent parce que il se risque pas sur le terrain de l'avenir. Mais effectivement ça peut modifier les choses, je pense. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, si vous avez quelqu'un qui a le temps de lire, et vous avez tous le temps de lire, lisez l'histoire mondiale des impôts. Je ne dis pas que vous sentirez mieux quand vous serez tondu, mais vous ne le regretterez pas.
C'était le face-à-face du jeudi 2 février avec Éric Anseau pour son livre Histoire mondiale des impôts de aujourd'hui à nos jours, coécrit avec Jean-Luc Bordron aux éditions Passé Composé. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.